Bonjour et bienvenue en direct du Salon à l'envers pour cette conférence, cette table ronde dédiée au numérique responsable. Alors pour parler numérique responsable ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Buanic de Advanced Mediomatrix, le data center qui est donc localisé autour de Metz, un data center de tier 3. Donc on va faire une petite séance d'explication et de vulgarisation sur ce qu'est un data center et on verra en quoi avoir un data center de proximité peut contribuer à mettre de bonnes pratiques numériques. Nous avons également le plaisir d'accueillir Christophe Vitry, qui est directeur régional Grand Est chez Siemens Smart Infrastructure. Bonjour Christophe. Bonjour. Et avec Christophe, nous verrons comment on peut rendre un bâtiment intelligent et comment est-ce qu'il peut nous permettre, ce bâtiment intelligent, de réaliser des économies d'énergie. Enfin, nous accueillons Étienne Lavaux, qui est directeur de Style PC, ou PC Style Style PC. Style PC. Merci Étienne. Et avec Étienne, eh bien, nous verrons en fait un ensemble de bonnes pratiques de manière à ce que le numérique puisse en fait revêtir un habit éco-responsable. Alors merci à tous les trois. En guise d'introduction, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, si Internet était un pays, ce serait le troisième plus gros consommateur d'électricité au monde, derrière la Chine et les États-Unis. C'est donc un enjeu de taille pour le numérique que de contribuer en fait à réduire son empreinte écologique et son efficience énergétique. Pour rappel, les chiffres varient beaucoup, mais Internet représenterait entre 5 et 15% de la consommation mondiale d'électricité. Alors sachant qu'on est tous de plus en plus connectés, tous de plus en plus sur les réseaux, eh bien collectivement nous contribuons à monter la facture énergétique. Alors nous allons justement voir ce matin comment le numérique peut devenir responsable et comment est-ce qu'il peut revêtir cet habit d'éco-responsabilité. Alors on commence avec vous Sébastien. Donc je le disais, vous êtes responsable d'un data center. Alors c'est quoi un data center et est-ce qu'on peut faire un parallèle peut-être pour que les gens comprennent bien ce que c'est? Alors, en effet, France, un centre de données informatique, c'est une structure industrielle qui permet de mutualiser des approvisionnements énergétiques, que ce soit de l'électricité, du refroidissement, ou alors de la gestion de réseaux d'infrastructures avec des fibres optiques, mais également toute la puissance de calcul, les serveurs, et en fait c'est l'environnement qui se trouve en fait dans une infrastructure pour que n'importe quel usager puisse utiliser une application, un portail web et un centre de données. Ça permet déjà, en termes de mutualisation, ce qui est très important, c'est que plus vous montez de structures sur un territoire, plus vous augmentez les différentes consommations à différents points. Et en fait, la filière, via France Data Center, essaye de mutualiser des besoins autour des métropoles, dans les régions, et de décentraliser un petit peu l'axe Paris-Lyon-Marseille, qui est un peu l'axe historique français des centres de données. Et dans un centre de données, du coup, le but c'est qu'on puisse à la fois répondre aux besoins d'hébergement de collectivités, d'entreprises, de particuliers, pour pouvoir héberger de la donnée. Et de la donnée au sens large, à la fois des données de sauvegarde, des données de production, mais des données industrielles également. Ok, donc pour qu'on comprenne bien, je suis chef d'entreprise, j'ai besoin en fait, par sécurité, de sauvegarder mes données dans un data center. Je vais venir vous voir et en fin de compte, ce que vous me proposez, c'est de l'espace qu'on va mutualiser, de l'espace dans lequel je vais pouvoir stocker mes données. Donc quand on en parlait pour préparer cette table ronde, vous me disiez mais c'est un peu comme si je gérais un bâtiment où je proposerais à la location différents appartements de tailles différentes, de niveaux de confort différents et donc votre rôle à vous, c'est d'optimiser la facture énergétique des clients. Tout à fait. En fait, en gérant la sécurité aussi, évidemment. Exactement. Et globalement, on pourrait présenter un data center comme un immeuble dans lequel il y a différents espaces. Et en fait, le gestionnaire de l'immeuble, lui, doit faire en sorte que vous ayez une structure viable, sans incident, avec une fourniture énergétique, et que dans des appartements de type F1, F2, F3, vous puissiez y vivre et y mettre vos installations. Un data center, c'est un peu la même chose, mais avec l'infrastructure numérique des sociétés numériques, soit les entreprises de services numériques, les éditeurs, mais également les infogéreurs. Et donc du coup, nous on loue vraiment des mètres carrés environnés dans lesquels ils vont venir se mettre dans des baies complètes, des tiers de baies, des demi-baies. Mais globalement,
C'est l'avantage d'une infrastructure data center, c'est que dans la réflexion d'éco-conception, on va chercher vraiment des bâtiments optimisés pour pouvoir minimiser l'impact sur les usages environnementaux significatifs, que ce soit gaz à effet de serre, impact carbone, impact sur l'eau, mais également impact énergétique. Et donc les structures sont vraiment dédiées et optimisées pour cet usage, et donc on arrive forcément à avoir des meilleurs ratios entre l'utilisation de l'énergie et l'utilisation de l'énergie pour l'informatique. Ce qui fait que en pilotant vraiment ces bâtiments, on arrive à optimiser le rendu énergétique, le rendu de refroidissement, ce qui sont un petit peu les deux impacts au niveau de l'informatique pour pouvoir maintenir des services démarrés en permanence. Oui, on parle de chaleur et d'électricité. Exactement. Donc c'est la chaleur que dégagent les équipements, qui peut être récupérée et injectée soit dans un réseau communal, soit directement dans des niveaux de bureaux, mais également au niveau de l'électricité. Le but, c'est de fournir de l'électricité, c'est sans discontinuité, tout simplement pour que vos services en permanence soient allumés. On voit bien que quand Facebook a arrêté pendant un peu plus d'1 heure et demie l'an dernier, il y a toute une génération qui était à 2 doigts de passer en PLS. Donc globalement, le but, c'est de fournir de l'électricité sans discontinuité, en production haute tension, avec les partenaires locaux, l'URM, Reseda, l'UEM, et puis également via des groupes électrogènes. Et donc toutes ces structures permettent d'avoir en permanence de l'électricité, avec en plus une électricité verte en production. Oui, parce que justement, votre bâtiment est lui-même éco-responsable. Tout à fait. Alors en fait, dans l'éco-conception du site, il y avait une approche de récupération d'eau de pluie pour pouvoir la réengager sur les eaux grises, mais également sur l'extinction du bâtiment, sur l'extinction incendie. Il y a toute une production photovoltaïque sur l'intégralité de la toiture qui nous permet, bon an mal an, de faire à peu près 100 MWh de production par an électrique, ce qui nous permet quand même de limiter notre impact et en tout cas limiter notre consommation. Et puis il y a tout ce domaine de recyclage de chaleur fatale avec récupérer l'énergie fournie par l'informatique pour pouvoir alimenter nos bureaux directement pour éviter tout simplement de chauffer nos bureaux l'hiver. Superbe, donc en fait on fonctionne en circuit fermé et on arrive à devenir autosuffisant de manière à travailler sur l'efficience énergétique. Alors on n'est pas tout à fait sur l'autosuffisance, en tout cas on essaie d'y tendre et d'être le plus vertueux possible dessus pour aller sur une économie circulaire qui a du sens. C'est à la fois pour l'impact environnemental au niveau de la planète, mais également en termes de maîtrise de l'énergie, puisqu'en tant que société, on est responsable quand même de notre impact. Et donc, il y a toute cette démarche d'amélioration continue, en tout cas de pilotage, grâce à différents types de capteurs, pour pouvoir en permanence connaître notre impact et modifier les configurations du site. Eh bien, bravo et je vous remercie Sébastien. Et la transition du coup est toute trouvée avec vous Christophe, parce que là on va parler effectivement de bâtiments intelligents, de capteurs. Alors, Christophe, oui. les bâtiments intelligents, qu'est-ce qu'un bâtiment intelligent et comment est-ce qu'on rend un bâtiment intelligent? Et peut-être en préambule, oui. quelques remarques de contexte. Oui, tout à fait. Donc déjà un bâtiment intelligent, c'est un bâtiment dans lequel on va positionner des systèmes numériques qui vont permettre de gérer l'énergie, d'une part, et d'autre part des systèmes qui vont permettre d'amener du confort aux utilisateurs, aux usagers, voire même d'aller vers de la qualité de travail et d'augmenter en fait les services qu'on peut proposer aux salariés et aux personnes qui visitent un bâtiment, qu'ils soient tertiaires ou industriels. Quelques éléments de contexte, c'est quand même qu'aujourd'hui 44% donc de la consommation énergétique en France vient des bâtiments. Également, les bâtiments sont responsables de 25% des problématiques que nous avons, avec 129 millions donc de tonnes de carbone, donc ça c'est important aussi de le dire, et c'est nécessaire pour plusieurs raisons de faire entrer son bâtiment dans l'ère intelligent. La première, c'est que c'est contraint par la législation. Tous les bâtiments aujourd'hui au-dessus de 1000 m² doivent avoir une gestion technique de bâtiment. Ah oui, donc là il n'y a pas de choix. Ah là il n'y a pas le choix, donc c'était un premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est quand même encouragé par un certain nombre de dispositifs comme les certificats d'économie d'énergie, donc c'est le moment aussi d'y aller et de continuer à y aller. Et puis ensuite, évidemment, il y a toute la partie qu'on souhaite gérer et pour atteindre ces objectifs aussi de développement durable. On parle aussi beaucoup de RSE en ce moment dans les entreprises. C'est également important, avec ces coulisses techniques, d'atteindre ces objectifs RSE. Donc voilà les éléments importants qui nous poussent et qui sont, j'allais dire, intéressants pour faire entrer notre bâtiment
dans l'ère du bâtiment intelligent. Donc l'objectif, c'est aussi que le consommateur devienne un fournisseur-consommateur, donc qu'il soit plus passif ce bâtiment, mais qu'il soit plus, comme on dit un bâtiment intelligent, mais c'est un bâtiment actif en fait. Tout à fait, il va apporter beaucoup plus que de l'économie d'énergie. Et c'est en ça qu'il est important d'investir aujourd'hui. C'est pour atteindre des objectifs certes d'économie d'énergie, mais aussi et surtout pouvoir se connecter. On va le voir après, je vais vous donner quelques explications sur ce que l'on peut faire, mais c'est vraiment sympa, génial ce qu'on peut faire aussi avec les différents capteurs. Vous posiez la question comment rendre un bâtiment intelligent. Eh bien, on va positionner des capteurs. Le premier élément, ce sont des capteurs intelligents qui vont venir chercher des informations de température, des informations de présence, des informations de luminosité et qui vont les envoyer à un contrôleur. Et ce contrôleur, lui, en fonction d'étalonnage, en fonction de consignes qu'on lui a données, va eh bien, corriger, auto-corriger de façon automatique un certain nombre d'éléments. Donc il y a de l'intelligence qui vient modifier des scénarios automatiquement. Et puis ensuite, il va venir aussi apporter des informations aux usagers. Ça, c'est aussi un élément important. Donc on fait un diagnostic, donc on collecte des données pour pouvoir diagnostiquer la situation et puis se fixer un objectif d'amélioration des usages en fait. Absolument. Il y a ce qu'on appelle un plan d'action. Et le plan d'action, en fait, il va pouvoir être corrigé au cours de l'année avec l'expérience que nous avons du bâtiment, s'il est nouveau ou s'il est en rénovation. Mais surtout, on va pouvoir aussi faire par la GTB, alors c'est un acronyme qui veut dire gestion technique de bâtiment. Et ça, c'est vraiment intéressant, ce système, parce qu'il va nous permettre d'automatiser donc les différents scénarios et puis de pouvoir les corriger. Également de sortir des courbes, par exemple, des graphiques de consommation et puis d'alerter un service. Si on a plusieurs services dans un bâtiment, on va pouvoir dire attention, dans ce service-là, il y a une surconsommation. Peut-être qu'il y a une mauvaise isolation, peut-être qu'il y a des sujets à travailler. Donc la GTB, la gestion technique de bâtiment, est un peu le cerveau intelligent du bâtiment. Donc on a d'un côté des capteurs, de l'autre côté une partie de gestion intelligente qui va nous permettre, avec ces deux éléments, d'arriver à nos objectifs. Oui, et puis de travailler, comme on disait, sur les usages, parce qu'on parlait aussi du phénomène croissant de télétravail. Oui. Eh bien, si à un moment donné, il y a moins de monde dans un bâtiment parce qu'il y a des gens en télétravail, on peut aussi doser en fonction des espaces qui sont utilisés, pas utilisés. Et donc, c'est là où ça apporte un intérêt aussi dans ces nouveaux usages de travail. Tout à fait. Un exemple précis, on a un de nos clients qui nous a dit, voilà, le matin, des personnes arrivent à la machine à café, il y a une quinzaine de personnes, on échange sur les différents dossiers, etc. Eh bien, ils ont décidé de chauffer cet espace-là 1 heure plus tôt, et puis après, progressivement, les autres bureaux. Donc voilà, on peut corriger aussi avec des scénarios, et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on est au plus près du terrain et des besoins locaux. Eh bien, alors ça donne un bel éclairage sur ce qui est possible de faire. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de réalisations que vous avez faites dans la région ? Alors oui, on l'a fait par exemple pour la région Grand Est, qui est vraiment, j'allais dire, pionnière et qui a toujours été force de proposition. Avec Engie et Siemens, nous avons été complémentaires pour équiper les lycées lorrains d'intelligence dans les bâtiments avec des capteurs plus intelligents, des sondes plus intelligentes, des pompes hydrauliques pour les fluides, un ensemble d'éléments aussi pour les éclairages, etc. Ce qui a permis d'arriver à un résultat de 30% d'économie. Et la région Grand Est compte aller même plus loin avec Engie et Siemens, donc nous réfléchissons à d'autres éléments. Mais là, il y a vraiment des choses intéressantes en termes de capteurs et j'en ai donc apporté un pour vous montrer. C'est donc un capteur intelligent pour le coup qui va se positionner sur la partie de l'éclairage. Donc ce capteur, il va venir en surface d'une dalle LED par exemple et il va venir capter énormément de data. On est presque comme un smartphone où on va avoir la présence, on va avoir le taux de luminosité, on va avoir la température, on va avoir énormément de data qui vont repartir donc à un contrôleur. Et avec cela, on va pouvoir économiser énormément d'énergie puisqu'on va simplement avoir l'éclairage utile par rapport à l'éclairage extérieur et on va donc adapter l'intensité lumineuse et ça c'est vraiment excellent, j'allais dire, en termes d'économie d'énergie. Le deuxième point, c'est qu'avec cela, on va pouvoir, par exemple, regarder si une salle de réunion est occupée. On va pouvoir adapter avec un Outlook, par exemple, de salle, d'occupation de salle, si la salle est libérée plus tôt. Est-ce que je peux rejoindre ma salle plus tôt ? Ça va pouvoir faire aussi dans un EHPAD, par exemple, ou dans un hôpital, un parcours patient. Donc en fonction de ce capteur qui est dans les dalles LED, on va identifier tout de suite la personne si elle est
présente ou pas dans le bâtiment et voir lui faire peut-être un parcours patient, c'est donc un report sur smartphone. Voilà, on va pouvoir faire énormément de sujets. Un exemple précis aussi là, donc il y a plusieurs, donc un grand magasin à la Max ou plusieurs industries à côté de Florange ou à Florange qui ont expérimenté cela, hein, donc qui s'appelle L-Nighted, qui est un brevet déposé Siemens. Eh bien, on arrive jusqu'à 80% de réduction de la facture énergétique sur l'éclairage, qui est le deuxième poste dans ces centres logistiques de consommation. 80%. C'est pas rien. Oui. Et ben voilà, on commence déjà à profiler un petit peu ce qu'on peut faire dans nos bâtiments, qu'ils soient neufs, donc en éco-conception, ou qu'ils soient à rénover. Alors là, on a vu à l'échelle d'un bâtiment, mais alors si on se projette un petit peu plus à long terme, à l'échelle d'un quartier, d'une ville, qu'est-ce qu'on peut faire et en quoi effectivement la gestion de l'ensemble de ces bâtiments intelligents peut revêtir un aspect éco-responsable? Alors là encore, vous l'avez dit, à l'échelle du bâtiment, vraiment, vous parlez de la Smart City, vous parlez de l'éco-quartier, vous parlez de tout cela. En ce moment, ça bouillonne, hein, on a énormément de demandes là-dessus. Et là, Siemens aussi dépose énormément de brevets pour pouvoir gérer toute cette partie-là. On est sur 65 000 brevets chez Siemens, dont 30 par jour actuellement, sur des éléments de cybersécurité et j'allais dire, d'efficacité énergétique qui concernent les villes et les communautés de communes, etc. Là, il y a vraiment un intérêt aussi très fort. Deux intérêts. Le premier, c'est toujours la même chose, l'efficacité énergétique, être efficient. Deux, bien sûr, la sobriété, mais la sobriété, elle est plus contrainte, c'est plutôt quelque chose qui est perçu comme cela, mais ce sont les habitants, les usagers qui vont faire attention. Mais troisièmement, et peut-être c'est le plus important, l'enjeu important aussi pour une ville, c'est comment les citoyens vivent dans leur ville. Donc il y a la mobilité avec les transports, on l'a vu tout à l'heure avec les vélos, avec les bus, avec les véhicules électriques, avec les bornes de recharge, la possibilité aussi de produire sa propre énergie, donc ça vient aussi perturber des réseaux, il faut faire aussi attention avec cela. Donc toute cette nouvelle donne va nous permettre, avec des smart grids, des réseaux intelligents, au même titre qu'un bâtiment, ça fonctionne à peu près pareil, je capte des informations, puis ensuite j'ai des scénarios, des étalonnages, et je corrige en fonction de cela. Puis ensuite, j'amène des services, des usages, grâce à tous ces capteurs qui sont sur les lampadaires d'une rue, qui sont à un arrêt de bus, qui sont à un arrêt de métro, etc. Et avec l'ensemble de cela, le citoyen est connecté avec son smartphone. Et aujourd'hui, avec un smartphone, on peut faire énormément de choses dans le bâtiment, mais aussi dans la Smart City. Oui, puis même au niveau des commerces, je fais juste un petit aparté, mais sur Thionville, par exemple, on a installé un système de gestion de trafic qui a permis de démontrer en fait les pics de trafic qu'il y a dans les rues, de pouvoir aider les marques à s'installer dans les rues qui leur correspondaient le plus en termes de fréquentation. Et c'est comme ça qu'il y a un certain nombre de grandes enseignes qui se sont installées à Thionville. Donc c'est pas de l'argumentaire commercial, c'est factuellement basé sur des datas. Donc effectivement, ça va même au-delà de ces atouts. Tout à fait. Ok, merci beaucoup Christophe. Je vous en prie. Donc voilà, on commence à voir un petit peu comment les bâtiments, la ville deviennent intelligents, comment nos usages évoluent. Je voulais juste rajouter, il y a vraiment une initiative formidable qui a lieu en ce moment. On crée un club qui s'appelle le Club Smart Grid Grand Est, avec le pôle Fibre Énergie Vie, un pôle de compétitivité, et hébergé également par la région Grand Est, avec une quinzaine d'experts qui viennent apporter des éléments de réponse aux communautés de communes, aux villes, et même ça peut être par extension les écoquartiers, où on peut apporter des éléments forts sur c'est quoi une Smart City, comment on peut réfléchir ensemble à l'avenir, et on vient donner des conseils. Ça s'appelle le Club Smart Grid Grand Est, voilà, je me ferai fort de relayer si nos auditeurs ont des besoins. Eh ben, on a bien noté, donc si vous avez des questions sur le bâtiment, le quartier, la ville intelligente, c'est Christophe et qui représente non seulement Siemens mais le Club Smart Grid du Grand Est. Si vous cherchez le lieu parfait pour sécuriser et stocker vos données, vous allez voir Sébastien. Et enfin, si vous voulez travailler vos usages, travailler vos matériels informatiques, eh bien on a rendez-vous avec Étienne. Alors Étienne, vous êtes responsable d'une PME qui est tournée vers les besoins des TPE-PME. Tout à fait. Hein. Alors, on va parler, je rappelle, on est sur le numérique responsable et ça peut paraître un peu antinomique, numérique responsable, puisqu'on a dit que le numérique était en fait vecteur d'énormément de consommation d'énergie.
Alors, peut-être une première question, Étienne, pour vous, en termes de gestion de software. On peut parler aussi de développement intelligent, c'est-à-dire de travailler sur des algorithmes qui consommeraient moins d'énergie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors oui, tout à fait, puisque c'est assez simple. Sur les 20 dernières années où on a adopté de façon massive des nouveaux usages, puisque en une grosse dizaine d'années, on a vraiment eu des services qui ont éclos dans tous les sens, avec des nouveaux écosystèmes. Le streaming n'existait pas il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années où c'était très minoritaire sur Internet. Et tout ça, ça nécessite effectivement des logiciels qui sont codés par des développeurs. Et c'est vrai que les problématiques actuelles étaient plutôt de répondre à la demande d'une manière ou d'une autre, sans forcément faire attention à l'efficience des logiciels et à leur impact sur le matériel. Puisqu'un logiciel, quand il tourne à plein régime, il fait tourner à plein régime la machine qui chauffe, qui crée de la chaleur pour les bureaux, c'est bien, en été c'est un peu moins rigolo, mais qui fatigue. Qui va consommer de l'énergie, non pas du fait de la machine en elle-même, mais du fait de la façon dont le logiciel va être conçu. On a des logiciels très fameux comme ça de Microsoft qui par exemple étaient codés de façon à ce que tant qu'il y avait de la mémoire sur la machine, le logiciel allait consommer la mémoire, qu'il l'utilise réellement ou qu'il ne l'utilise pas, mais au cas où on ait un pic d'affluence sur l'application ou sur le logiciel, la mémoire était disponible, mais surtout elle était consommée en permanence. Donc il y a des vraies problématiques sur la partie logicielle pour coder les choses de façon à ce que ça réponde aujourd'hui non plus à la demande, mais à la fois à la demande et à une notion d'efficacité, j'ai envie de dire. Jusqu'à présent on était dans l'effervescence, on faisait. Comme on a fait pour le matériel, on faisait des PC, parce qu'il fallait répondre à une demande. Aujourd'hui, on fait des PC et on se dit, tiens, si on commençait à les recycler, tiens, si on commençait à faire ce qui consomme moins d'électricité et qui soit un peu plus efficient dans leur façon d'être, et c'est pareil pour les logiciels. Ok, alors on va revenir au PC par après. Justement, par rapport au développement logiciel, est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a des clubs, est-ce qu'il y a des regroupements au sein desquels on peut justement partager ces bonnes pratiques? Alors à ma connaissance aujourd'hui il n'y en a pas concrètement de choses qui sont spécialisées sur ce côté-là, ou du moins qui l'abordent de façon plus propre. Après c'est plus une éthique qui va se transmettre au fur et à mesure. On le voit, on est dans cette mouvance-là où les développeurs, les écoles, les institutions vont dire de même, nous aujourd'hui on cherche une application, mais on va chercher une application qui aura le moins d'impact possible, et c'est à partir de là en fait que la chaîne va se déclencher. Aujourd'hui on commence tout juste à toucher du bout des doigts les choses. Parce qu'à présent personne ne se demandait comment était codé Uber, tout le monde voulait un taxi. Aujourd'hui, Uber se dit quel est mon impact environnemental, parce que je veux aussi être plus responsable sur ce côté-là. Netflix se pose beaucoup de questions, parce qu'aujourd'hui, c'est des consommations qui deviennent hallucinantes, sur la façon d'optimiser, la façon de délivrer de la vidéo, en les rapprochant, par exemple, dans des data centers plus locaux en France au lieu d'être à l'étranger, pour réduire la distance. Et quand on réduit la distance, on réduit en fait en informatique la consommation d'électricité. Ouais. Et c'est vrai que c'était important qu'on aborde ce point sous l'angle du développement informatique, parce que quand on pense à numérique responsable, on pense effectivement à matériel, et on va l'aborder juste après. Ça parle à tout le monde de se dire oui, il faut recycler le matériel informatique, etc. Mais effectivement, on développe encore beaucoup de logiciels qui ont des tailles très conséquentes et qui font tourner en fait des algorithmes qui n'auraient pas forcément besoin de l'être, et qui donc augmente la facture énergétique. Alors, donc ça c'était important pour les personnes qui nous suivent ce matin. On va revenir effectivement sur une partie que les gens comprennent mieux, qui est en fait la partie matériel informatique, et puis peut-être aussi l'infrastructure, on en touchera un mot. Alors, vous, auprès de vos clients, qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que vous conseillez? Alors, dans une entreprise, de manière générale, on est passé à une phase aujourd'hui, dans les TPE-PME, même dans les grands groupes, où on va tout externaliser. C'est-à-dire qu'il reste de moins en moins, c'est une grosse tendance, d'entreprises qui ont leurs propres infrastructures, au-delà d'avoir un switch et un routeur, mais la plupart des serveurs aujourd'hui vont être décentralisés, soit avec leurs propres serveurs hébergés dans un data center, soit en passant par des services aujourd'hui qui sont fournis par des Microsoft, par des Google ou par des acteurs locaux directement pour tout ce qui est gestion documentaire ou autre. On a vraiment cette tendance-là qui se fait aujourd'hui, et donc on a un déport
de la consommation électrique des entreprises vers l'infrastructure, puisqu'on va déplacer en fait la consommation et elle va être plus efficiente parce que ce que peut faire une petite entreprise à son échelle par rapport à ce que peut faire un data center, c'est pas comparable. Donc c'est la force de la mutualisation. Voilà, on a de la mutualisation, on a un réseau électrique qui est beaucoup plus propre et moins consommateur quand on va vers un data center que quand on l'héberge tout seul, parce qu'une entreprise, c'est pas son métier. Elle va pas forcément se poser la question de comment est-ce que je peux fournir, ne serait-ce qu'un voltage régulier à mes machines pour qu'elles ne fassent pas de pic de consommation ou de pic de chaleur de par des surtensions ou des sous-tensions qui vont apparaître sur le réseau. Un data center va se poser ces questions-là pour uniformiser les choses, pour que les machines, du coup, plus elles sont stables au niveau température et au niveau fourniture d'électricité, moins elles vont consommer aussi derrière et plus efficientes elles vont être. Ouais. Et du coup, plus elles vont pouvoir durer dans le temps ? Et plus elles vont pouvoir durer dans le temps. Alors aujourd'hui, la grosse problématique que l'on a, c'est que les entreprises commencent à dire je voudrais garder mon matériel le plus longtemps possible, puisque c'est un investissement pour elles à la base. Et on a deux courants contradictoires. On a un courant contradictoire qui dit il faut garder le matériel le plus longtemps possible, et le deuxième courant qui s'oppose à cela, c'est on veut les machines les plus performantes possibles et qui consomment le moins d'énergie. Et plus on avance dans le temps, plus on produit des machines qui consomment moins d'énergie. Donc c'est assez contradictoire puisqu'on est tiré des deux côtés. Jusqu'à combien de temps je garde ma machine pour qu'elle soit durable, mais j'ai besoin qu'elle consomme moins d'énergie, donc je vais aller sur du matériel un peu nouveau. Ce qui peut donner des cas comme Google l'a annoncé l'année dernière, où ils changeaient, ils ont des cycles de renouvellement de leurs serveurs au sein des data centers et ils l'ont passé de 5 ans à 3 ans. 2 ans, ça peut vous paraître pas grand-chose. Oui, mais sur un nombre de PC. Mais sur un nombre de serveurs tels que peut avoir Google au niveau mondial, ça fait une quantité de déchets, puisque ces serveurs-là ne seront pas forcément recyclés. Il n'y a pas forcément de filière aujourd'hui pour en faire quelque chose. Il y en a qui se développent, mais ce n'est pas encore tout à fait ça, qui va être monstrueuse, juste de réduire ces 2 ans-là. En contrepartie, ils vont économiser de l'énergie, puisque les machines par lesquelles ils vont les remplacer vont être plus efficientes par rapport à l'énergie qu'elles consomment. Donc on est un peu en grand écart aujourd'hui entre ces choses-là. Alors ça fait le lien aussi avec une table ronde qui aura lieu cet après-midi sur la valorisation des déchets justement, et donc peut-être que c'est un des sujets qu'ils aborderont, parce qu'effectivement, comme vous le dites Étienne, c'est un choix cornélien maintenant qui s'offre aux entreprises. Tout à fait. Puisqu'aujourd'hui, on va dire par exemple aux entreprises par rapport à vos usages, on peut vous rajouter du matériel reconditionné par exemple, mais où on sait que comme il est un peu moins récent, il va consommer potentiellement un peu plus d'énergie que du matériel neuf. Et après, c'est des contraintes et où est-ce qu'on va placer le curseur pour dire à cet endroit-là, ça sert à quelque chose, au-delà de se donner bonne conscience, parce que c'est bien, il faut que ça serve aussi à quelque chose et que ce soit efficace pour l'entreprise derrière. Bon, on a posé un point, une question importante que les entreprises doivent se poser. Merci Étienne. Alors pour terminer, je crois qu'on avait aussi une considération à partager sur le déploiement massif des plateformes et le déploiement massif de nos usages sur les plateformes, qui est donc lui numérique et pas forcément très responsable. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire à votre avis ? Alors aujourd'hui, on en revient à notre période depuis les années 2000 où on a adopté en masse les ordinateurs et les smartphones. Aujourd'hui, il y a plus de smartphones dans le monde que d'habitants sur la planète. Donc c'est des vraies questions. Comment est-ce qu'on recharge tout ça et qu'est-ce que ça consomme? Pour vous donner un ordre d'idée, en France, la partie infrastructure et data center, c'est 2 fois moins en consommation que la partie des terminaux que l'on a à la maison et en entreprise. Wow. Pour vous poser un cadre. Donc il y a des choses à faire sur les data centers, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire à titre personnel. Et l'apparition de tous les nouveaux usages, puisqu'aujourd'hui c'est ça, on a appliqué à Internet toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus grand, et on est passé on fait des recherches de documentation, c'est ce qu'on faisait dans les années 95-98, on cherchait de l'information, à aujourd'hui 80% de ce qui passe sur le web c'est de la vidéo. Et la vidéo ça passe pas pareil, ça consomme pas la même chose. Qu'une simple page de texte, tuyaux, ça passe dans les mêmes tuyaux mais pas de la même façon, c'est pas avec la même ampleur. On dit moi je veux regarder Netflix en 4K, c'est pareil, ça prend pas la même place et ça consomme pas la même énergie au final et ça demande pas les mêmes machines
que si on le regarde en 240p. C'est tout pourri, c'est pas bien, faut pas le faire, hein. Mais on se pose pas ces questions-là. Aujourd'hui, un épisode et demi de Netflix, j'ai lu ça il y a pas longtemps, c'est 400 mètres en voiture thermique. Waouh. Donc quand je fais un petit binge-watching le week-end et que je me tape l'intégralité d'une série, je fais 10 bornes en voiture et on pense pas du tout à ça, parce que nous, on nous a dit, voilà, il y a de l'usage. Il y a de l'usage, on utilise, c'est vachement bien. Et aujourd'hui, on commence à se poser les questions par rapport aux conséquences de ces usages. Et si on télécharge, par exemple, est-ce que l'impact est moins important? L'impact est le même, puisque que vous téléchargez un fichier, que vous le regardez sur votre ordinateur, que vous le streamez, c'est exactement la même opération. Il y a un serveur qui vous transmet le fichier, et que vous le téléchargez ou que vous le regardez en live, la consommation va être exactement la même. C'est juste un usage qui va être plus simple d'un côté ou de l'autre pour vous. Mais alors c'est sans espoir. Alors c'est pas sans espoir, puisque aujourd'hui déjà on est dans un écosystème où il y a énormément de choses qui sont sorties, mais il y a aussi, on arrive dans des écosystèmes qui vont être de plus en plus matures et où il va y avoir disparition de beaucoup d'acteurs pour se centraliser sur 5-6 acteurs par secteur. C'est ce qui s'est passé avec Microsoft, avec Google, avec Facebook, même si aujourd'hui on s'aperçoit que Facebook chez les jeunes ça n'existe pas. C'est TikTok qui remplace chez les 15 ans et moins, c'est 80% de TikTok, 20% de Facebook. C'est là qu'on est vieux, hein, parce que les enfants font que du TikTok. Donc ça veut dire que l'année prochaine, les lives du salon à l'envers seront peut-être sur TikTok. Il faudra peut-être y penser à faire quelque chose là-dessus. Et c'est des usages aujourd'hui où il faut se poser des vraies questions. Petite anecdote rigolote, aujourd'hui vous prenez, donc dans notre pays qui est le 3e pays consommateur d'électricité qui est Internet, il y a 30%, à peu près 30%, de 20 à 30% de la bande passante qui est utilisée mondialement, hein, c'est pour l'industrie pornographique. Donc aujourd'hui, plutôt que de couper vos box le soir, si on arrêtait tous le porno, on ferait une sacrée économie d'énergie puisqu'on aurait une consommation qui baisserait de façon assez conséquente. De 30%. Alors pas forcément 30%, hein, mais un peu d'imagination et on fera de l'économie d'énergie. Et bien ça c'est un joli mot de la fin. Si on diminuait notre consommation de porno, on ferait tous des économies et on en ferait faire à la planète. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous remercie beaucoup tous les trois, Sébastien, Christophe, Étienne. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.